Je suis invincible. Bon, alors, avant de commencer, arrêtez tout et allez sur la page Patreon parce que je viens de publier ma watchlist pour le mois d'août, à savoir 4 entreprises que je suis, pourquoi je les suis, et donc c'est des entreprises sur lesquelles je vais rentrer dans les prochains jours, en tout cas une sur cette watchlist, je ne sais pas encore laquelle, mais ce sera une de ces entreprises sur lesquelles je vais rentrer dans les prochains jours, donc vous pouvez télécharger ça si vous êtes membre de la page Patreon, et j'ai également fait une vidéo où j'explique ces différents choix. Alors ceci étant posé, je pensais qu'on pourrait se faire un truc assez sympa ce soir. Il y a un dossier là de C'est votre argent sur les meilleurs conseils en bourse pour réussir. C'est ce qu'on appelle un marronnier, vous voyez. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et voilà, on va lire ces différents conseils et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Et vous également dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. Alors, investir en bourse signifie aussi qu'il faut être prêt à perdre de l'argent. Et ça commence mal parce que ça c'est un conseil auquel je n'adhère absolument pas. Moi, j'investis en bourse pour gagner de l'argent, je n'investis pas du tout en bourse pour perdre de l'argent. Il y a une chose que je dirais quand même par rapport à ça, c'est que en fait les gens qui ont un horizon court terme, c'est une question qui revient souvent des gens du type oui je me lance dans la vie, j'ai 25 ans, est-ce que je peux est-ce que c'est une bonne idée de commencer à investir sachant que je vais devoir bientôt faire un achat immobilier pour ma résidence principale, j'ai besoin d'un apport, etc. Là évidemment si quelqu'un met de l'argent en bourse avec un horizon de 2, 3, 4, 5 ans, évidemment qu'il faut qu'il soit prêt à perdre de l'argent. Parce que si après une courte période, on a besoin de retirer l'argent de la bourse, on va peut-être vendre certaines actions à perte, et là, on aura perdu de l'argent. Donc moi, ce que je dirais, ça c'est plutôt un conseil avec lequel je suis d'accord, il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Voilà, moi je dirais que c'est ça qui est important, c'est que vous avez une poche dans laquelle vous mettez votre épargne, et ça, l'épargne, c'est de l'argent dont vous avez besoin, et vous le mettez de côté parce que vous savez que vous en aurez besoin, mais l'investissement, non, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin parce que vous êtes prêt à gagner de l'argent. Vous investissez pas parce que vous êtes prêt à perdre de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Investir en bourse comporte des risques, blablabla. Bla bla bla. Les marchés financiers peuvent être volatiles sans déconner, les nouvelles économiques sans déconner. Ceci dit, il est également important de noter que cet investissement peut offrir des opportunités de croissance de rendement. Ouais d'accord, super, merci. Alors ensuite, avant d'investir en bourse, il faut savoir où l'on va et pourquoi on y va. Exactement, tu vois, et je pense qu'il faut aussi pas faire du surplace pendant que la Terre tourne. Moi, si tu veux, je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent, et je viens de là où les gens disent s'emmerder le système, peu importe la manière forte ou douce, chacun essaie de survivre, sachant qu'on y reste tous. Alors, en fait, je dirais pas que c'est avant d'investir en bourse. Il faut commencer à investir en bourse. Il faut pas commencer à faire des plans, des trucs, des schémas de je sais pas quoi. Il faut commencer par investir en bourse et on réfléchit ensuite. Voilà, moi c'est ça le conseil que je donnerais. Commencez par investir et réfléchissez ensuite. Moi quand j'ai commencé à investir, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais compris que c'était important d'investir en bourse. Les premières boîtes que j'ai fait rentrer en portefeuille, elles ont vite dégagé parce que pour le coup, c'était pas des boîtes qui étaient intéressantes parce qu'au début, je m'étais fait un petit peu draguer vers une approche plutôt croissance, enfin un truc qui m'intéresse pas du tout aujourd'hui. Je suis bien content maintenant d'avoir ma stratégie dividende, mais ça je l'ai construit. En fait, j'ai construit mon approche, à savoir, j'ai envie d'investir dans des boîtes qui me rapportent de l'argent, j'ai envie d'investir dans des boîtes qui me permettent d'augmenter mon cash flow. C'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure de mes envies. Donc, je dirais, commencez par investir en bourse de toute façon, et ensuite, voilà, vous allez construire petit à petit quel est votre profil d'investissement, dans quoi vous aimez investir, dans quoi vous aimez moins investir, et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Se former sont des étapes cruciales avant de se lancer. C'est pas avant de se lancer, parce que pour moi ça c'est un conseil, c'est dangereux de donner ce genre de conseil, parce que vous allez avoir des gens qui vont intégrer, et ils vont procrastiner, et procrastiner pour le coup ça fait perdre de l'argent. S'il y a bien un truc qui fait perdre de l'argent en matière d'investissement, c'est d'attendre avant d'investir. Ainsi il sera nécessaire de prendre le temps d'apprendre les bases, les termes financiers, les types d'investissement, blablabla. Ensuite n'hésitez pas à lire des livres et des articles en ligne. Les livres
livre, c'est vraiment pas un truc qui m'a été utile. Honnêtement, les trucs qui m'ont été utiles, c'est de regarder des gens faire. C'est ça qui est vraiment utile. C'est tu regardes d'autres gens investir et tu regardes leur portefeuille, l'évolution de leur portefeuille, comment est-ce qu'ils justifient leur choix. De même, vous pourrez également profiter des cours gratuits et payants en ligne. Ça oui, tout ce qui est formation en ligne, c'est d'un autre niveau que les bouquins. Acquérir une compréhension plus approfondie, tac, tac, tac. Événements locaux, d'accord. Savoir où l'on va, pourquoi on y va. Ouais, moi je pense qu'il faut commencer à investir et construire sa connaissance au fur et à mesure. Sachez quel investisseur vous êtes avant de vous lancer. Ça c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui n'a pas commencé à investir, il sait pas quel investisseur il est. Pour vous le dire en termes philosophiques, l'existence précède l'essence. C'est parce que vous allez faire des choses que vous allez devenir quelqu'un, et donc vous allez commencer à investir. Vous allez voir si vous êtes plutôt quelqu'un qui a peur facilement, ou si au contraire vous êtes quelqu'un qui vous sentez que vous aimez le risque. Ben voilà, il faut commencer à investir pour savoir quel profil vous avez. Avant d'investir, vous ne savez pas du tout quel profil vous avez, donc encore une fois, arrêtez de vous bourrer le mou avant de commencer à investir. Commencez à investir, pour moi c'est ça le conseil numéro 1 pour commencer en bourse. Commencez par investir, et après vous réfléchissez à tout ça. C'est pas des mauvais conseils en soi, mais bref. Établissez une stratégie avant d'investir, mais arrêtez avec vos avant d'investir. Une stratégie, c'est pareil, ça se construit parce que vous allez comprendre ce vers quoi vous voulez aller. Investir en bourse nécessite une approche réfléchie et stratégique pour maximiser vos chances de succès tout en gérant les risques associés. On dirait que ça a été généré par ChatGPT ce truc. Par exemple, il vous faudra clarifier vos objectifs financiers à court, à moyen et à long terme. Jamais fait un truc comme ça. Moi, j'ai un objectif financier à long terme, c'est que ma thune commence à augmenter, qu'elle augmente de plus en plus grâce aux dividendes, et puis basta. Voulez-vous investir pour la retraite? Bonne idée. Pour acheter une maison? Mauvaise idée. Pour financer l'éducation de vos enfants? Mauvaise idée. Ou simplement pour augmenter votre patrimoine? Bonne idée. Il faut pas investir pour franchement, je pense que investir pour des objectifs de court terme ou de moyen terme, c'est pas une bonne idée. Je commence à investir pour pouvoir ensuite acheter ma résidence principale. En plus, je trouve que le problème de ça, c'est que ça mélange deux piliers qui sont tout à fait différents dans la construction d'un patrimoine. Pour moi, vous devez avoir les deux. Vous devez avoir de l'investissement sur les marchés financiers, vous devez avoir de l'investissement sur l'immobilier, et vous devez co-construire ces différents piliers. Pour moi, c'est une décision risquée, une fois que vous avez commencé à investir sur les marchés financiers, de faire du trading en mode je vais récupérer l'argent que j'ai sur les marchés financiers pour les investir, pour avoir un apport dans l'immobilier. Vous concentrez énormément le risque en faisant ça. Quand vous investissez dans la bourse, vous investissez dans le monde entier, dans tout ce qui existe. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous investissez seulement dans votre 2 pièces à Roubaix. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une super idée de vous concentrer dans un 2 pièces à Roubaix? Bon, alors, gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Les marchés financiers peuvent être volatiles, et il est facile de céder à la peur ou à la recherche de rentabilité. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à avoir de l'empathie avec ça, sans doute parce que je suis un vrai bonhomme j'ai peur de rien, et même ce qui fait peur aux autres en général, ça m'excite. Voilà, restez calme dans votre approche. Ne prenez pas, pour quelqu'un qui serait un petit peu émotif, c'est un bon conseil. Gardez votre sang-froid, très bien. Je pense qu'il faut même faire plus que garder votre sang-froid. Encore une fois, il faut apprendre à être anticyclique. Vous devez prendre du plaisir quand les autres flippent, parce que vous savez que c'est là qu'il y a des choses à choper. Il y a des opportunités quand les gens partent en courant. Admettez qu'en bourse, on ne gagne pas à tous les coups. En fait, ce qui me gêne avec ce genre de conseil, c'est que vous avez un petit peu une sémantique de jeu d'argent. C'est comme si tu faisais des coups. Tu fais pas des coups en bourse. Tu te construis un patrimoine qui est composé d'entreprises, c'est pas des coups. En bourse, il est important de comprendre et d'accepter que l'investissement comporte des risques et que les gains ne sont pas garantis. Ok, ChatGPT. Ainsi, tous les investissements comportent... Ouais, d'accord, super. Les marchés financiers peuvent être... Je suis sûr qu'ils écrivent ça avec ChatGPT. C'est qui va écrire comme ça? Qui va écrire des choses aussi bateaux et génériques? Pour cette raison, un seul mot d'ordre, la diversification. Ouais, d'accord, super. Alors, est-ce qu'on a mieux que ça? Préférez investir sur le long terme. Effectivement, c'est un très bon conseil. Vous n'avez rien à gagner à court terme, ou en tout cas, vous n'avez aucune certitude de gagner quoi que ce soit à court terme. Tenez compte de la valeur intrinsèque de la société dans laquelle vous voulez investir. Donc ça, c'est un bon conseil, mais valeur intrinsèque, pour le coup, c'est un concept qui est extrêmement avancé.
Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir quelle est la valeur intrinsèque d'une entreprise. C'est peut-être quelque chose sur lequel je vais plancher, mais j'ai même l'impression que les experts entre eux sont pas du tout d'accord sur la valeur intrinsèque des entreprises, parce que quand vous demandez à des analystes financiers d'évaluer une entreprise, vous pouvez avoir des évaluations qui varient parfois du simple au double. Donc plutôt que de parler de valeur intrinsèque, moi j'ai plutôt tendance à m'intéresser à des choses comme la santé financière. Je regarde plutôt la santé financière. Est-ce qu'en termes de flux, de trésorerie, est-ce que au niveau de la dette, etc., on a quelque chose qui est sain? Valeur intrinsèque, je vais peut-être creuser le truc, hein, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir des certitudes à ce niveau-là. C'est en effet une approche essentielle pour évaluer son potentiel de croissance, etc. La valeur intrinsèque d'une entreprise se réfère à sa valeur fondamentale, indépendamment des fluctuations. Bah oui, mais ça, c'est très difficile à évoluer. Pour ce faire, étudier par exemple les états financiers, le bilan, le compte-résultat, etc. Ouais, donc il faudra vraiment ça va peut-être être un truc sur lequel je vais plancher sur la page, pour la page Patreon. Je vais peut-être commencer à développer des outils là pour déterminer la valeur intrinsèque, et je vous en parlerai également sur cette chaîne YouTube. Pensez comme un associé avant d'acheter des actions. Alors ça, c'est intéressant, et quand on pousse le truc, c'est vraiment intéressant. Ça, si je peux vous donner une traduction concrète, quand vous lisez les rapports annuels des entreprises, ça vaut la peine de regarder la stratégie, ce que dit la direction de l'entreprise sur comment est-ce qu'ils voient leur avenir, dans quelle direction ils ont envie d'aller, et vous demandez, bah voilà, si ces gens étaient en train de me faire un pitch, si la direction de l'entreprise était en train de me pitcher ça, en train de me dire on va aller dans telle direction, voilà les moyens qu'on va déployer pour aller dans telle ou telle direction, quelles seraient vos questions pour clarifier, et quels seraient vos points de désaccord. Ça, c'est une très bonne manière de réfléchir comme un associé, et on fera peut-être des exercices comme ça parce que ça peut être vraiment utile. Rappelez-vous qu'acheter des parts dans une société donne des responsabilités. Votre approche devrait donc être, celle d'un investisseur de long terme qui cherche à maximiser la valeur. Donc ça, c'est bien, je suis d'accord avec ça. Alors, quoi d'autre? Choisissez des actions de qualité, indéniablement. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Comprenez son modèle commercial, revenu, marge bénéficiaire, dette, concurrence et perspective à long terme. La concurrence, c'est quelque chose, j'ai du mal à l'évaluer de façon concrète, parce que vous voyez, on peut se rendre compte, voilà, par exemple, si vous aimez Mastercard, vous savez que dans ses concurrents, vous allez avoir Visa, dans une certaine mesure, vous allez avoir des boîtes comme PayPal, dans une certaine mesure, vous allez peut-être aussi avoir des boîtes comme Apple, parce que vous avez un service Apple Pay chez Apple, mais une fois qu'on a dit ça, j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est pas quelque chose que j'intègre dans mes choix d'investissement. Après, peut-être, faudrait voir en fait, mais je me suis jamais dit, j'investis dans cette boîte, mais malheureusement, il y a telle autre boîte qui a l'air d'être beaucoup plus équipée pour faire ce boulot. C'est pas du tout quelque chose que j'ai traduit en processus de décision. Peut-être qu'il faudrait que je regarde, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vient souvent. Tac, perspective à long terme, d'accord. Conserver une marge de sécurité, ça c'est pareil. Comment est-ce que tu peux établir ça? Moi j'aime bien cette idée de margin of safety, là, avoir une marge de sécurité, mais ça veut dire que vous seriez capable de déterminer l'écart qu'il y a entre la valeur intrinsèque d'un business et le cours auquel vous l'achetez. Ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment on peut évaluer ça. Est-ce qu'il faut regarder le cours du PER? Est-ce que le PER est plus bas par rapport à son niveau historique? C'est très difficile. Et il y a des outils qui vous permettent d'évaluer ça, mais quand vous regardez les calculs qu'il y a derrière, voilà, il y a plein d'hypothèses, et vous prenez deux modèles différents, vous allez avoir deux réponses différentes. C'est très difficile de déterminer ça. Cette marge de sécurité est l'écart entre le prix actuel d'une action et sa valeur intrinsèque estimée. Ça vise à protéger l'investisseur contre les fluctuations de marché et les erreurs d'estimation. D'accord, encore une fois, c'est un truc qu'on va essayer de creuser, cette notion de valeur intrinsèque. On va se dire que ça va être un de nos objectifs pour le prochain trimestre. Alors, préserver votre indépendance d'esprit, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent conseil. Voilà, soyez pas des gros moutons, quoi. Soyez pas des gros moutons. Ne bêlez pas avec les autres. Moi, c'est quelque chose, j'essaie de le faire régulièrement. Et voilà, comment est-ce qu'ils nous le disent? Concrètement, comment on fait? Conservez votre indépendance d'esprit en bourse, tac. Évitez d'être influencé par les émotions et les opinions extérieures. Attention à ne pas poursuivre aveuglement les tendances populaires, etc. Basez vos décisions sur ces analyses. Ouais, alors moi je dirais que
si on parle en termes de concret, tu vois, parce que on peut toujours se dire des trucs du type, ouais, moi je suis trop un rebelle, je suis pas un mouton, etc. Mais en vrai, on est toujours sous influence en termes d'opinion. C'est pour ça, pour le coup, que je trouve que c'est important d'avoir déterminé des critères d'investissement. Moi, mes critères, vous les connaissez. Hein. Je veux un chiffre d'affaires croissant, je veux un free cash flow croissant, je veux un payout ratio décroissant, je veux une croissance du dividende importante sur les 5 dernières années, je veux que le PER soit pas délirant. Quand vous avez quelque chose comme un stock screener, ce qui est intéressant, c'est qu'après, si vous voyez une boîte qui décroche, vous voyez, une boîte dont le cours commence à s'écraser et que vous voyez pas de changement fondamental au niveau des indicateurs que vous suivez habituellement, bah là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez vous dire, il y a une opinion générale qui n'est pas la mienne et moi, je me base sur des indicateurs quantitatifs alors que la baisse du cours de l'action est peut-être causée par des émotions passagères. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ces différents conseils. Vous voyez que je n'étais pas en accord avec la plupart de ces conseils, mais je pense que ça vient du fait que c'est des trucs qui sont écrits avec ChatGPT, et du coup il y a un côté qui est pas très incarné, et quand on fait l'exercice que je viens de faire, à savoir partir de ça et se demander, mais concrètement, dans le travail que je fais, ça correspond à quoi? Est-ce qu'il y a une réalité derrière ces mots valises? Bah c'est là qu'on tombe sur des choses qui sont peut-être plus intéressantes. Voilà, j'espère que ceci vous plaît. En tout cas, je vous rappelle que si vous voulez investir, je sais pas, voilà, peut-être pour gagner des thunes, ça pourrait être une bonne idée de commencer à gagner des thunes grâce à l'investissement. Bah, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. On se quitte avec ce beau graphique, ce graphique de mes revenus passifs, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour ça que j'investis, c'est mon pourquoi, pour avoir de l'argent qui arrive sans que j'ai à travailler pour l'obtenir. Et ça, ces barres de revenus, c'est de la liberté en barre. Vous voyez qu'au mois d'août, on a tapé le record historique, 472 € de revenus passifs. Et c'est pas fini, on va avoir encore quelques dividendes qui vont arriver pour ce mois d'août. Et vous voyez que ce revenu passif, c'est composé des dividendes que je reçois. Les dividendes, vous voyez les dividendes, ils arrivent ici. Et je vais avoir encore Realty Income qui va arriver. Donc on a des belles boîtes qui me versent des dividendes. Mais ces entreprises, elles ne font pas que me verser un dividende comme ça une fois tous les trimestres ou une fois par mois ou une fois par an. Je les fais travailler grâce aux options. Et en termes d'options, j'ai déjà gagné 256 € au mois d'août. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est pour ça qu'il faut avoir un courtier un peu sérieux, quoi. Si votre courtier ne vous permet pas de faire des options, vous êtes en train d'avoir un manque à gagner. Vous êtes en train d'avoir un manque à gagner parce que la vente de covered call, c'est vraiment du revenu qui s'ajoute et qui permet de faire marcher les intérêts composés. Je suis très content d'avoir commencé à avoir cette approche. Et si on ajoute à ça mon investissement passif dans l'immobilier, à savoir les revenus que j'ai avec Realty, on est à 472 € et 77 cents. Et on va pas tarder à dépasser les 500 €. 500 € de revenus passifs, si c'est pas beau. Et voilà, de toute façon, sur cette chaîne, je vais continuer à vous montrer la suite de cette aventure. J'espère que ça vous motive, mais voilà, il faut pas trop se prendre la tête. Il faut commencer à investir, commencer à construire, commencer à bâtir. Si vous ne savez pas dans quoi commencer à investir, vous mettez vos thunes là-dedans, vous prenez pas le chou, vous investissez dans l'ETF du SP500, comme ça, gling, 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 vous avez quelque chose avec une belle croissance. Et vous savez que votre argent sur le long terme est bien gardé. Et quand vous aurez commencé à vous construire une belle position là-dedans, c'est déjà chouette. Après, vous pourrez faire des choses qui sont de niveau un petit peu plus avancé. Voilà, vous chopez des belles actions totales, vous chopez les dividendes tous les trimestres. Et en plus, vous allez choper des options et ça peut aller très vite, quoi. Ça peut aller très vite. Il faut s'y mettre, arrêter de procrastiner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines news.